Bonsoir Lucille. Bonsoir David, bonsoir à tous. Alors d'abord, pour que ça soit bien clair, dans quelles conditions les propos de Vladimir Poutine sur le sujet ont-ils été recueillis ? Ce sont des informations qui viennent de l'intérieur même du Kremlin. Et c'est un journaliste russe qui les dévoile, Andrei Kolesnikov. Il travaille pour le média en ligne Commerçante, l'un des seuls à pouvoir exercer encore en Russie. Andrei Kolesnikov, c'est un profil assez particulier. C'est sans doute le journaliste le mieux renseigné du pays, car il a un accès direct à Vladimir Poutine. Il le connaît tellement bien qu'il a même été auteur avec lui de plusieurs livres entretiens. Et en même temps, il lui est arrivé d'être critique envers Vladimir Poutine, caustique envers sa personne, sans jamais toutefois dépasser les limites autorisées. Alors que s'est-il passé ? Une poignée de journalistes russes ont pu rencontrer Vladimir Poutine hier, quelques minutes avant qu'il s'apprête à présider les cérémonies du 9 mai. Et c'est là qu'une question lui a été posée sur cette nuit du 3 mai, quand le Kremlin a été ciblé par drone. Et donc, quelles sont à ce sujet les déclarations de Vladimir Poutine ? Première information, Poutine minimise ce qui s'est passé. Voici ce que Kolesnikov écrit. On a le sentiment que Poutine n'attache pas tant d'importance à l'attaque du drone, contrairement au monde entier. Et puis il raconte que selon Vladimir Poutine, ce drone n'avait rien de spécial. Il était fait de fils de fer et de matériaux modernes, ajoutant que la Russie en construisait des semblables. Deuxième information, ces drones étaient chargés d'explosifs. Ils contenaient 400 grammes de TNT. 400 grammes de TNT, ce n'est pas une grosse charge. Dans une pièce fermée, évidemment, elle peut tuer, mais en revanche, tirée depuis l'extérieur, elle n'en a pas la vocation. On retient néanmoins qu'il y avait bien une charge explosive à bord. Troisième information, cette fois donnée par le journaliste qui écrit l'article lui-même et qui n'emploie pas de guillemets. Juste en dessous de l'endroit où les drones ont explosé se trouvaient non seulement les bureaux de Vladimir Poutine, on vous l'expliquait déjà la semaine dernière, mais aussi ses appartements privés. Et dans le même temps, une semaine après, donc d'autres informations sont dévoilées sur cette attaque. Oui, dans un papier qui émane cette fois du média d'opposition The Insider, qui a pu s'entretenir avec le PDG d'Avianovatsia, une société russe qui développe des drones. Il s'appelle Sergei Tovkash et il donne d'abord des indications sur la provenance de ces drones. Ils ne sont pas arrivés de nulle part, ils ont été lancés manuellement depuis quelque part depuis la région de Moscou. En raison de leur taille, ils ne pouvaient pas voler depuis l'Ukraine. En clair, ces drones étaient forcément lancés depuis un endroit très proche du Kremlin. Et puis par ailleurs, Tovkash estime sans doute que si les drones ont pu atteindre le Kremlin, c'est parce que les commanditaires les ont guidés à distance. De fait, il est extrêmement difficile de les brouiller si des fréquences non standards sont utilisées. Merci Lucille. Je me tourne d'abord vers vous, Yelena, parce que j'imagine que vous connaissez bien ce journaliste. Vous avez une idée de ce qui peut régner comme climat au moment où ces confidences, je ne sais pas ce qu'il faut dire, ces déclarations sont recueillies. Que pensez-vous, vous, de cette réaction de Vladimir Poutine ? Qu'est-ce qu'elle suscite comme réflexion en vous ? Alors, je ne le connais pas très bien, on s'est déjà croisé au Kremlin parce que c'est un journaliste du Pool et les journalistes du Pool sont toujours bien à part des journalistes étrangers. C'est quelqu'un qui effectivement qui couvre le Kremlin, Vladimir Poutine depuis des années. Sa marque de fabrique, c'est un ton extrêmement éditorialisé lorsqu'il raconte les coulisses des rencontres, des événements qui ont lieu au Kremlin, etc. Effectivement, il interviewe régulièrement Vladimir Poutine. Il a écrit cette biographie à la première personne. Sans toutefois que ces dernières années, il ne donne réellement des informations que personne ne connaît, puisque même les journalistes les plus proches, enfin ceux du Pool en tout cas, ils n'ont pas forcément accès aux vraies coulisses, au premier cercle et à savoir ce qui se passe réellement dans les coulisses. Juste un petit mot aussi sur Commerçante, ce n'est pas exactement un média en ligne, c'est l'un des plus grands quotidiens d'affaires du pays qui pendant des années, même dans un climat de relative censure, a pu continuer à avoir un ton relativement indépendant et puis au fil des ans, comme tous les autres médias, le ton est devenu extrêmement pro-pouvoir. Donc ça, c'est important de le signaler aussi. Maintenant, concernant cette attaque de drone, bon, finalement, ce qu'a dit Vladimir Poutine à Kolesnikov, cela ne nous dit pas grand-chose. Sur l'événement en lui-même,
Alors moi, je suis toujours de ceux à dire que rien n'est absolument impossible dans la Russie de Vladimir Poutine, y compris le fait que ce soit ce qu'on appelle un false flag, c'est-à-dire quelque chose qui a été scénarisé par le Kremlin, une manipulation pour un prétexte, annuler les parades, etc. On peut imaginer cela à l'infini. Cela ressemble pas forcément à un faux événement, puisque sur de très nombreuses chaînes Telegram indépendantes, il y a eu des témoignages comme quoi il y avait des drones en train de voler en direction du Kremlin, de 2 endroits différents depuis la région de Moscou. Et puis, effectivement, ça ressemble à des petits drones avec éventuellement une toute petite charge explosive. Ça, on l'apprend quand même, qu'il y avait une charge explosive sur ces drones. Et sachant que ces derniers temps, les événements du genre guerre partisane, les sabotages, les attentats se multiplient, on l'a vu, et là pour le coup ce sont des événements réels, puisqu'il y a une personne qui est morte en la personne du blogueur Vladlen Tatarski, une autre qui a été blessée en la personne de l'écrivain ultranationaliste et chef de guerre Zahar Prilepin. Donc au final, on n'exclut pas non plus une guerre partisane, et le fait que cet événement a réellement pu arriver. Après, comment est-ce que c'est passé sous les radars ? Je laisse les experts militaires expliquer comment c'est possible en termes de défense antiaérienne que des drones de cette envergure arrivent jusqu'au Kremlin, en fait. Eh bien, on se tourne vers vous, Pierre, parce que vous étiez avec nous, avec Emmanuel Ostian, le jour où ça s'est produit, on avait très peu de recul. Avec une semaine de recul, est-ce que vous jugez plus probable qu'il s'agisse d'une attaque de partisans, on ne va pas dire une attaque de l'armée ukrainienne, parce que c'est trop loin pour des petits engins comme cela, on l'a bien compris. Mais une attaque de partisans, peut-être en lien avec l'armée ukrainienne, ou bien cette hypothèse d'une manipulation des services russes pour désigner encore un peu plus l'ennemi ukrainien comme l'agresseur. En tout cas, sans nous envoyer collectivement des fleurs, on était plutôt globalement dans la cible sur l'identification à partir du vol du drone, qui n'avait pas du tout la même incidence, la même puissance et surtout la même amplitude d'explosion quand il a explosé. Donc, par rapport à ce que dit Poutine, on est plutôt dans cette cible-là. On a toujours 2 certitudes. Un, c'est pas avec ça que quelqu'un pouvait éventuellement vouloir tuer Poutine, qui par ailleurs ne se trouve jamais de nuit à cet endroit-là. Donc ça, on l'avait écarté aussi d'emblée. La confirmation par rapport aux 400 grammes de TNT, peut-être 2 fois 400 grammes, puisqu'il y avait un second drone dont on n'a jamais eu beaucoup d'abord, on n'a pas eu d'image et pas d'éclairage. Donc ça, vouloir tuer Poutine, ce qui a été tout de suite écarté, le déclaratif. Plutôt l'idée du coup d'éclat. Voilà, donc ça, oui, mais c'était le déclaratif du Kremlin. Oui. On a voulu tuer le président. Bon, ça, c'était sorti. Deuxième truc, c'est une énorme claque quand même pour le système de défense. Même si ce sont des petits drones, il doit y avoir des systèmes de... Vous vous rendez compte, on est au cœur du pouvoir. En plus, Poutine le rappelle, à un moment on avait parlé du Sénat, de la coupole du Sénat, mais c'est vrai que apparemment les appartements et des bureaux se trouvent là. Donc c'est une seconde claque. Après, moi je suis comme Elena, il y a trois hypothèses. Alors, est-ce que ça peut être une opération d'agents secrets ukrainiens infiltrés avec peut-être des complicités locales pour faire un pied de nez... pour ridiculiser Poutine en lui disant, voyez, on est capable de vous lâcher une petite bombe sur la tête, parce qu'on savait qu'il y avait une charge explosive, puisque quand le drone est finalement intercepté au dernier moment, il y a une explosion qui n'est pas seulement due au missile, mais on voit bien que le drone lui-même porte une charge. Ça, donc soit effectivement une opération ukrainienne, je ne sais pas, soit effectivement une opération russe, fausse bannière, pour dire, voyez, toujours un peu dans la construction qu'on voit se confirmer depuis des mois, c'est-à-dire ce glissement de l'opération spéciale à « on nous fait la guerre ». Donc le terme de guerre n'est pas utilisé pour l'opération spéciale, mais c'est utilisé pour dire « ils nous font la guerre ». Et regardez, ils veulent même tuer notre chef parce qu'il est tellement important qu'ils essayent de le frapper. Donc ça... C'est possible qu'il y ait eu cette approche. Et puis, troisièmement, effectivement, il y a tellement de barbouzeries en ce moment, et curieusement, ce sont quand même des proches de Prigojine qui se font tuer ou se font blesser. Est-ce qu'il y a, comment dirais-je, au sein des cellules de pouvoir, des messages qui sont envoyés ? Est-ce qu'un message est envoyé à Poutine en lui disant « Bon, il faut peut-être maintenant que tu passes aux choses sérieuses, parce que finalement, comme je me suis permis de le qualifier ici, certains considèrent qu'il est, entre guillemets, un centriste, c'est-à-dire les extrémistes. Trop mou, Vladimir Poutine. Le trouve trop mou, on en a eu plusieurs témoignages. Voilà. Donc on en est encore... Enfin, sur le plan des hypothèses, on n'a pas avancé parce que les 3 entités
service secret ukrainien, service russe, partisans, compte tenu de ce qui est dit de la légèreté du drone, c'est faisable. C'est faisable. Les trois Simplement d'un mot sur la deuxième hypothèse, Pierre, c'est-à-dire si c'est false flag, selon l'expression consacrée, c'est-à-dire une manip du pouvoir russe visant à faire passer cette attaque comme une attaque ukrainienne pour désigner encore une fois Kiev, Vladimir Poutine minimisant ce qui s'est passé. Et ce qui s'est passé bénéficiant d'une couverture assez réduite à la télévision russe, sans images, est-ce que ça n'affaiblit pas cette hypothèse-là ? Oui, alors ce qu'il y a, c'est que je ne sais pas si, comment dirais-je, Alexandre Melnik, ancien diplomate soviétique qu'on a souvent en plateau et dont j'apprécie beaucoup les réflexions, me dit de temps en temps, Pierre, tu es trop rationnel. C'est-à-dire que quand tu analyses le mode de fonctionnement du pouvoir russe, tu es assez... tu le fais à l'occidental. Tu le fais à l'occidental et il y a des choses bizarres qui peuvent être déclenchées, etc. Voilà. C'est vrai que la chose qui était étonnante au départ, c'est que pour un pouvoir qui avait renforcé les systèmes de défense anti-aériens, c'était quand même très mauvais. Alors, moi, je pensais que si l'hypothèse de l'auto-attaque était vraie, il y aurait eu un crescendo, notamment le 9 mai, il y aurait pu y avoir un attentat dans la foule, quelque chose construit à la façon de 1999, les faux attentats montés par Poutine, par Patrouchev, dans Moscou, 300 morts pour justifier la guerre en Tchétchénie. Est-ce que le pouvoir était rentré comme ça dans une espèce de scénographie ? C'est pas ce qu'on a vu. Je suis pas plus avancé que cela. Vincent, la première réaction de Vladimir Poutine. Alors, d'abord, au risque de griller un joker, j'observe que les révélations en carton-pâte de Poutine ne resserrent absolument pas le spectre des possibles. Ça ne clarifie rien. Deuxièmement, dans la transcription que j'ai lue, qu'elle soit correcte ou pas, il fait référence, semble-t-il, à un drone et non pas à deux, ce qui est assez troublant. Autre remarque qui en dit assez long sur son univers mental, l'analogie qu'il établit dans son échange avec ce journaliste de Commerçante, c'est ce qui s'est passé en 2018 en Syrie, autour de la base aérienne russe de Khmeimim. Les Russes détiennent une base navale à Latakié, sur la côte, donc, ville portuaire, Tartous plus exactement, près de Latakié, et un peu dans l'intérieur, ils ont une base aérienne. Et il se trouve que au cours du premier semestre 2018, ils subissent 23 attaques de drones artisanaux qui sont évidemment imputées aux mouvements djihadistes locaux dans la région de Idlib. Et c'est assez étrange pour moi que c'est à ça qui fait référence. Et puis un tout dernier point. Là, il fait référence à une attaque subie par les forces russes en territoire syrien. Elle est exotique en termes géographiques, elle l'est beaucoup moins en termes psychologiques. Effectivement, on revient à ce réflexe victimaire et défensif. Et puis un dernier point. Hier, un ancien député de la Douma qui s'appelle Ilya Ponomarev, qui est vraiment passé à l'opposition active, il réside maintenant en Pologne, a accordé un entretien à Christiane Amanpour sur CNN et lui attribue de manière formelle cette tentative à des résistants de l'intérieur, russes. Il dit même... Russe, mais pro-ukrainien. Russe, pro-ukrainien, en tout cas anti-Poutine. Voilà. Et il dit même, alors je n'ai absolument pas le moyen de vérifier la véracité de son propos, qu'il a été en contact, il a même discuté de cette hypothèse, voilà quelques semaines, avec des membres de cette opposition intérieure. Bon, clandestine, par définition. Et dans son esprit, ça avait vocation à convaincre Poutine de renoncer au défilé du 9 mai, de le dissuader de maintenir, alors qu'on sait qu'il a été annulé dans beaucoup de régions, notamment frontalières de l'Ukraine. Et puis enfin, je conclurai par un peu de littérature dans un monde de brutes. Il y a une phrase dans Les possédés, les démons, selon la traduction que l'on adopte de Dostoïevski, d'un personnage qui s'appelle Stavrogin, qui dit « Nous allumerons des incendies et nous répandrons des légendes ». Eh bien voilà, on reste dans l'âme russe, on allume des incendies et on répand des légendes. Joséphine, votre regard sur à la fois le fait et cette première réaction de Vladimir Poutine, qui confirme donc que ces avions étaient chargés d'explosifs, mais Pierre nous dit on pouvait le déduire assez facilement compte tenu des images que nous avons eues, et puis sa façon peut-être de minimiser aussi l'incident.
sur l'incident en tant que tel, tout a été dit, hein, on ne peut pas en dire beaucoup plus, mais ce qui est intéressant, c'est que quelle que soit l'hypothèse retenue, quel que soit le scénario qui est le plus probable, on voit bien qu'on est dans une guerre psychologique qui se joue. Que ce soit le fait d'opposants russes internes contre Vladimir Poutine, ou que ce soit une auto-attaque. Hein, comme... Oui, c'est ça. Le tout est de savoir qui en tire les ficelles actuellement. Finalement, presque, je dirais, peu importe, puisque Vladimir Poutine peut tirer ça à son avantage de deux manières. Là, la première manière, en tout cas, dont il le fait, c'est de minimiser, en disant... finalement, ce n'est pas un fait majeur, ça ne nous atteint pas, nous, Russes. Mais ce discours va peut-être changer, étant donné les autres attaques de drones qu'on a vues aujourd'hui dans d'autres régions. Et là, il peut tourner la rhétorique à son avantage en disant, finalement, c'est nous qui sommes attaqués. Vous voyez bien, et réveiller une forme de sentiment patriotique qu'il cherche à réveiller depuis des semaines, hein, dans le cadre d'une nouvelle mobilisation notamment, avec des tas de carottes à envoyer à la population. Une forme d'exploitation de la misère aussi pour soulever la population et la rendre beaucoup plus prompte à soutenir le Kremlin dans sa guerre contre l'Ukraine. Et là, il y a une inversion du narratif. C'est-à-dire que la Russie est l'attaquant, mais se pose en position de victime, d'attaquer, et donc ça pourrait justifier un nouveau regain peut-être du côté vrai. russe. A contrario, il y a ce narratif qui peut retourner à son avantage, mais on pourrait dire aussi, l'idée s'installe, et peut-être pour tous les Russes, parce qu'ils ont eu connaissance de ces attaques, que cette guerre, elle est désormais sur le sol russe également, et vous avez raison, tout à l'heure on va évoquer cette nouvelle attaque de drone, la plus lourde semble-t-il quant à son bilan, qui a été subi par la Russie tout à l'heure, et on l'évoquera dans un instant. C'est que la guerre est sur le sol russe et que la Russie est vulnérable. C'est-à-dire que ses défenses ne fonctionnent pas. Donc ça peut aussi se retourner contre lui. C'est à double tranchant, Elena. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné où il faut effectivement justifier ce discours qui est là depuis l'attaque de l'Ukraine, hein, que la Russie est attaquée et a besoin de se défendre. Il y a un moment donné où il faut le justifier par des faits concrets, sans dire encore une fois que c'était une mise en scène, mais ça participe en tout cas à alimenter ce discours. Et pour une précision sur le discours médiatique russe, justement, qui, en dehors de ce qu'a déclaré Vladimir Poutine, a accompagné cette attaque, parce que ça a été extrêmement couvert, ça a fait la une de toutes les émissions d'actualité, tous les JT à la télévision russe, en disant immédiatement... ça a été vraiment surcouvert, en disant, avec Volodine qui disait aujourd'hui, avec cette tentative d'attentat sur le président, c'est la Russie qui est attaquée, le régime nazi de Kiev a tenté de tuer Vladimir Poutine, ça c'est quelque chose qui a été immédiat, et le lendemain, Dmitri Peskov a dit que ce n'était pas le régime nazi de Kiev qui avait tenté d'assassiner Vladimir Poutine, mais Washington, par la main des nazis de Kiev, qui avaient tenté d'assassiner le président russe. Donc c'est monté très très haut directement dans le discours et dans la propagande. Il y a aussi un nouveau terme qui est arrivé récemment dans le champ lexical russe, c'est celui de terroriste. C'est celui de terroriste. Oui. Et les comparaisons, effectivement, avec la guerre en Tchétchénie, les comparaisons avec, voire les attentats contre le World Trade Center du 11 septembre 2001, ça a été fait aussi sur les plateaux de télévision russes pour parler de cette attaque, où ils ont dit, mais cela rappelle exactement ce qui s'est passé à New York en 2001, enfin des délires absolument monumentaux, pour dire que la Russie est attaquée, que les nazis, Washington, tout le monde cherche à nous détruire. Enfin voilà, c'était une pièce dans le jukebox, mais ça a tourné à plein régime pendant au moins 3 jours. L'actualité est riche ce soir.